Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Aurélie Barbotin. Je travaille pour Layton et j'accompagne les entreprises et acteurs publics à mettre en place une stratégie de contribution carbone climatique et à rechercher les bons projets pour leur stratégie. Je vais voir avec vous aujourd'hui plutôt le contexte et le mécanisme de la contribution carbone. Et les slides qui défilaient très facilement tout à l'heure ne défilent plus très facilement. Excusez-moi, ça marchait très bien tout à l'heure. Je vais arrêter le partage et redémarrer le partage pour voir si ça fonctionne mieux. Yeah. Bon, alors je vais... Ah là 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 là. Je vais sortir du plein écran, peut-être. Désolée. Voilà. Ce que vous voyez, je suis désolée, j'ai Donc je un pense peu que peur. tu remets en plein écran. Ouais, mais j'ai peur que ça fasse la même chose à chaque slide. Mais on va essayer. Ça marchait tout à l'heure, ça va aller. Voilà, ça marche tout à l'heure. Voilà. Parfait. Allons-y. Il y a 10 ans, donc, on signait les accords de Paris. Les accords de Paris visent à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, bien en dessous de 2 degrés, d'ici la fin de notre siècle. Le 19 juin, on a 61 scientifiques qui participent aux travaux du GIEC, qui ont publié une étude disant que 2024 serait très probablement la première année à avoir franchi la barre symbolique des 1,5. Donc aujourd'hui, c'est pour le 2 degrés qu'on se bat. Et avec un objectif de net zéro en 2050. Pour atteindre cet objectif, il faut qu'on réduise drastiquement nos émissions avec des paliers intermédiaires, par exemple moins 7 degrés d'ici 2030, et ce que vous voyez en gris, et en augmentant nos pompes carbone, ce que vous pouvez voir en turquoise. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont l'opportunité de financer la transition climatique en investissant dans des projets, des activités, des innovations qui vont contribuer à la fois à éviter, à réduire ces émissions de gaz à effet de serre, toujours ce qu'on voit en gris, à court terme, et à augmenter la séquestration à long terme via les pompes de carbone, ce qu'on voit en turquoise. En contribuant, les entreprises s'inscrivent dans une résilience qui est collective. Quelles sont les étapes à suivre pour maximiser votre impact et bénéfices? Est-ce que le slide ne passe pas? C'est bon. Premièrement, mesurer son empreinte carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et se fixer des objectifs qui vont être basés sur la science, comme par exemple avec la SBTI, mais il existe d'autres normes. Deuxièmement, réduire son empreinte carbone sur sa propre chaîne de valeur. Et troisièmement, contribuer à des projets de qualité. On réduit avant de contribuer, mais on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une réduction minimum avant de commencer à contribuer. Ce sont deux actions qui sont complémentaires. Par ailleurs, les entreprises qui contribuent aujourd'hui réduisent souvent 2 fois plus vite, selon certaines études, réduisent 2 fois plus vite leurs émissions que les autres. Il est important de réduire et de contribuer de manière complémentaire, puisque certains projets de contribution mettent plusieurs années à être mis en œuvre et à générer des réductions. Une trentaine d'années pour une forêt, par exemple. Or, ces solutions, elles sont indispensables pour atteindre cette neutralité en 2050. Et on est en 2025. Par ailleurs, la contribution permet d'agir tout de suite sur des émissions évitées ou séquestrées ailleurs dans le monde, ce qui permet un effet net global immédiat, alors que l'entreprise, à son niveau, elle continue de mettre en œuvre des mesures de réduction qui peuvent parfois mettre un peu de temps, parce que engagement des parties prenantes, parce que frein technologique, etc., etc. Donc la contribution carbone, ça offre aux entreprises la possibilité de maximiser leur impact, à condition que cette démarche soit déployée en parallèle d'un effort rigoureux de réduction des émissions. Et enfin, communication sur son action globale. 1, 2, 3, 4. Et on préfère parler de contribution plutôt de compensation, puisque la contribution va plus loin. Elle s'inscrit dans une démarche stratégie climat qui est séquencée. Elle se base sur des normes robustes et scientifiques. On met l'accent sur cet objectif global de neutralité et on a une communication qui est transparente et responsable.
D'ailleurs, cette complémentarité est reconnue par les principales normes. Les entreprises qui choisissent de faire valider leurs objectifs par la SBTi, sur laquelle je reviens. Elles définissent des objectifs de réduction à court, moyen et long terme, un net zéro qui est en 2050 au maximum, et d'ici là, elles sont incitées à, en allant vers le net zéro, elles sont incitées à mettre en place des actions, des actions qui visent à atténuer les émissions au-delà de leur chaîne de valeur. C'est le Beyond Value Chain Mitigation. Il y a un coût. Mais ce n'est pas la seule initiative qui met en place, qui est d'accord sur ce consensus, sur cette complémentarité. La Net Zero Initiative, qui a été développée par le cabinet Carbone 4 fondé par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, mais qui est aussi le fruit d'un travail collectif avec l'ADEME, une trentaine d'organisations expertes, a développé 10 principes. Sur le pilier 9 du référentiel Net Zero, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les entreprises doivent développer au juste niveau des puits de carbone. On met un accent sur la séquestration en complément de leur action de réduction de leurs émissions directes et indirectes. Mais il y a aussi d'autres normes. L'Université d'Oxford, par exemple, a développé plusieurs principes qui soulignent aussi cette complémentarité et qui dit de réviser régulièrement sa stratégie de contribution à mesure que les meilleures pratiques évoluent. On a aussi des normes sectorielles, comme j'en ai mis quelques exemples ici, comme dans le cadre de l'événementiel par exemple. Au niveau de l'actualité, aujourd'hui, la SBTi est en train de revoir son standard corporate net zero. On attend les résultats à la fin de l'année, mais les réflexions qui étaient en cours incluaient 2 points qui nous concernent aujourd'hui, une meilleure intégration et valorisation de la contribution dans la réduction du scope 3 et une meilleure valorisation des entreprises qui sont engagées dans cette démarche de Beyond Value Chain Mitigation. Maintenant, voyons le mécanisme de la contribution carbone pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce dernier. Entreprise, collectivité publique, vous, moi, en tant qu'individu, on peut acheter des crédits carbone. Ces crédits carbone, ils vont permettre de financer un projet en dehors de sa chaîne de valeur. Des projets qui peuvent être très différents. Ces projets, ils sont créés dans le cadre de méthodologies qui vont être portées par des standards. Je vous ai mis ici les 2 principaux à l'international, qui sont Gold Standard et Verra, créés respectivement en 2003 et 2005 et qui, à eux deux, ont porté plus de 6000 projets, plus de 2 milliards de tonnes de CO2. Ces standards ont principalement des projets dans les pays dits du Sud global. Pourquoi? Parce que la contribution carbone, ce mécanisme est né dans le cadre du protocole de Kyoto en 1997. D'ailleurs, petite parenthèse, ce mécanisme a été repris dans le cadre de l'accord de Paris avec l'article 6 qui maintient le message que la contribution est un outil de financement de projets de réduction d'émissions. Et donc, historiquement, les projets étaient dans le sud global, puisqu'il y avait un besoin de flécher des investissements vers les pays les plus exposés aux conséquences du réchauffement climatique et ceux qui ont besoin de plus de financement. Néanmoins, il y a aussi aujourd'hui des labels plus locaux. Le ministère de la Transition écologique a créé en France, en 2018, le label bas carbone, qui aujourd'hui recense 1724 projets, ce qui représente 6,4 millions de tonnes de CO2 évitées ou séquestrées potentielles. Ces projets, donc, ils doivent respecter plusieurs critères. Critères d'additionnalité, tout d'abord. Additionnalité climatique. Le projet doit permettre d'éviter, de réduire ou de capter des émissions de gaz à effet de serre par rapport à une situation de référence. Additionnalité financière. Si je n'avais pas eu cet argent grâce au crédit carbone, le projet n'aurait pas pu exister. J'ai besoin d'un soutien supplémentaire. Et additionnalité réglementaire. C'est-à-dire qu'il doit aller au-delà des lois en vigueur, au-delà des normes. Après, quantification. Le projet doit être basé sur des méthodologies qui sont robustes et une quantification globale qui va intégrer des fuites potentielles. La permanence, c'est-à-dire un projet qui va avoir un impact dans le temps, qui va être dans un temps conséquent, voire irréversible. Et si on a des risques de non-permanence, des rabais sont appliqués. Une vérification régulière, transparente, via des auditeurs externes, par exemple, et le principe d'unicité. C'est-à-dire qu'une tonne de CO2 équivalent, c'est un crédit carbone, c'est aussi une utilisation. Ces projets, donc, ils permettent de séquestrer, d'éviter, je suis mon petit schéma, séquestrer, éviter X tonnes de CO2, qui vont être vérifiés par un auditeur externe, qui va certifier le nombre de tonnes de gaz à effet de serre séquestrées ou évitées, ce qui va donner les crédits carbone. Que entreprises, collectivités, vous, moi, nous allons retirer du registre au titre de notre contribution carbone, au titre de notre contribution climatique. Je parlais de la diversité de projets. On va parler de 4 grandes familles de projets.
D'un côté, nous avons les projets de réduction, les projets de séquestration. De l'autre côté, nous avons les projets basés sur la nature et les projets basés sur des solutions technologiques. Peut-être un seul exemple par catégorie. Réduction basée sur la nature, les projets de déforestation évitée, protéger des forêts existantes qui sont des puits de carbone très importants, et notamment les forêts primaires. Séquestration basée sur la nature, peut-être avec le stockage dans les sols, notamment nos sols agricoles. Réduction technologique, peut-être la réduction des polluants industriels, changement des pratiques de production, des processus de production, ou séquestration technologique, peut-être le biochar. Il y a plus de 170 méthodologies qui existent dans le monde pour un impact qui est holistique. Parce qu'on ne parle pas que de carbone, on parle de ou de corps bénéfices, on va au-delà du carbone, parce que ces projets, ils génèrent d'autres impacts. Des impacts positifs sur le plan environnemental, biodiversité par exemple, eau, mais aussi sociaux ou économiques, en contribuant à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU. Maintenant qu'on a vu le contexte et brièvement le cadre du mécanisme de la contribution carbone, quelles sont les bonnes pratiques pour intégrer la contribution à votre stratégie efficacement? Tout d'abord, privilégier des projets de qualité, en s'appuyant sur des standards qui sont robustes, des méthodologies qui sont récentes, en choisissant des projets qui vont valoriser des co-bénéfices, des corps bénéfices, et peut-être avec des labels additionnels. Quelques exemples ici, comme tels que le Core Carbon Principles, qui vont donner un gage supplémentaire de l'intégrité des projets. Et en étant accompagné, peut-être pour une première fois, par un expert, qui va vous aider à bien comprendre le mécanisme, à l'intégrer efficacement à votre stratégie et à sélectionner les bons projets pour votre démarche. Deuxièmement, combiner séquestration et évitement. Les projets d'évitement de réduction ont l'avantage de constater des réductions immédiates. Je reviens sur la temporalité qui était très importante qu'on a vu tout à l'heure. Et ces projets étant souvent aussi dans des pays du Sud global, ça va les soutenir dans leur transition. Par contre, les projets de séquestration, et à la fin, ce sera ces pompes de carbone additionnelles. Et par ailleurs, certaines normes les valorisent particulièrement, d'autant et de plus en plus quand on va se rapprocher de 2050. Troisièmement, s'engager dans une démarche qui va être structurée. Ça va permettre d'avoir un engagement crédible auprès de ces parties prenantes. Ça va permettre aussi d'avoir des investissements qui sont optimisés et planifiés et d'augmenter sa résilience financière et de sécuriser aussi des projets qui sont de qualité avec des volumes associés. Dernier point, revoir sa communication. On préfère parler et surtout agir avec une démarche de contribution plutôt qu'avec une démarche de compensation. On est transparent en intégrant ces informations et ce reporting. On le diffuse auprès de son écosystème, ce qui permet d'essaimer, d'engager plus d'acteurs dans une démarche qui est à la fois individuelle mais surtout collective. Et on peut aussi s'appuyer sur des normes telles que celle de la VCMI par exemple. On pourrait un petit peu pour comparer à la médaille EcoVadis, le VCMI avec le Claims Code of Practice va donner une médaille, disons, Silver, Gold, Platinum, en fonction du niveau de contribution des entreprises par rapport à leurs émissions résiduelles. Finissons avec un cas pratique avec Aurélie, ton micro a été coupé par inadvertance, je pense. Pardon, Il faut excusez-moi. reprendre au début de Je Camille. reprends, d'accord. Acteur du luxe français global, qui a une démarche globale et qu'on a eu la chance d'accompagner sur la partie contribution, qui est un peu notre focus aujourd'hui. Néanmoins, voyons toute la chaîne, puisque c'est important d'avoir une démarche structurée. Le groupe mesure son empreinte carbone et met à jour annuellement son bilan carbone. Et ça, par ailleurs, était la première entreprise à prendre un engagement SBTi, avec des objectifs de réduction et une cible net zéro à 2050. Ces objectifs sont suivis, et des réductions sont constatées sur le scope 1, 2 et 3. Au niveau de la contribution, on avait une démarche qui était préexistante, avec une contribution à hauteur des émissions résiduelles, plus ou moins 2 millions de tonnes par an. Mais en 2020-2021, il y a une volonté d'engager une démarche structurée sur le long terme en raison d'un contexte de marché. Les équipes ont été formées pour comprendre le cadre légal, le cadre normatif, et comment engager cette démarche pour qu'elle soit le plus importante possible. Et après, un portefeuille de projets a été défini, avec divers choix de diversification. Une diversification géographique, avec des projets en France, là où est la maison mère, mais aussi à l'international, ce qui va favoriser un ROI financier
favoriser le ROI financier, mais avec un groupe, mais aussi c'est très intéressant, puisque ça permet d'avoir un rayonnement international pour un groupe qui est international. Diversification de typologie avec des projets agricoles qui pèsent, l'agriculture pesant de manière importante dans la chaîne de valeur de ce groupe. Et après, projet de préservation de la nature, parce que la nature, c'est au cœur de sa stratégie, au cœur de son modèle, au cœur de son modèle et au cœur de son ADN. Et enfin, création d'un fonds d'investissement. Et enfin, communication. En interne, formation de l'ensemble des maisons. On embarque ses salariés, on embarque ses marques dans sa démarche. En externe, reporting et stratégie d'influence. Dès le début, on a fait le choix d'intégrer une autre entreprise à ce fonds et d'autres ont rejoint depuis pour ne pas aller tout seul dans cette démarche, soit une démarche collective. Tout ceci a permis au groupe d'augmenter notamment sa résiliation financière par rapport à la démarche qui existait auparavant. S'il y a 3 messages à retenir de cette première partie, 3 bénéfices clés entre la contribution et la résilience. D'abord, résilience climatique. On atténue globalement le réchauffement climatique par son action. Certes, c'est un bénéfice qui est global plutôt qu'individuel, mais néanmoins, c'est important de le souligner. Décarbonation. Les entreprises qui ont recours à une démarche de contribution carbone se décarbonent deux fois plus vite. Et enfin, résilience financière. On optimise des investissements futurs et par ailleurs, on améliore son profil auprès notamment de banques et investisseurs qui sont à la recherche d'entreprises vertueuses. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Je vais enchaîner avec un focus donc, sur le label bas carbone et sur son application en agriculture. Donc, le label bas carbone, Aurélie l'a évoqué, c'est un standard qui a été créé par le ministère de la Transition écologique en France en 2018. Il a pour but d'accélérer la décarbonation de la France, de participer à cette accélération, en favorisant l'émergence de projets volontaires dans les secteurs de la forêt et de l'agriculture essentiellement. Le label est reconnu parmi les plus robustes selon l'étude indépendante iCare. Et il permet donc de comptabiliser, de certifier des gains carbone et de les commercialiser et d'en garantir l'absence de double revendication, de garantir l'additionnalité, de garantir la permanence dont a parlé Aurélie plus tôt. Pourquoi l'agriculture fait partie des secteurs qui s'est particulièrement emparé de ce dispositif? Parce que c'est un secteur qui est au cœur de nombreuses problématiques environnementales et qui doit donc absolument se réinventer. C'est le deuxième secteur le plus émetteur en France en termes de gaz à effet de serre, 18%. C'est certainement le secteur le plus impacté par le changement climatique à date, le premier impacté, avec des baisses de rendement qui sont déjà effectives. C'est un secteur qui contribue à la pollution de l'air, pollution de l'eau et à l'érosion de la biodiversité. Mais surtout, ce secteur s'est emparé de ce dispositif car c'est un secteur qui a aussi les moyens d'action, des moyens d'action par rapport à ces problématiques qui peuvent vraiment changer la donne. Rappelons d'abord que c'est un secteur que nous avons l'obligation de faire transitionner puisque c'est un secteur essentiel pour tout simplement nous nourrir. Et c'est le secteur qui a le plus fort potentiel de réduction, en raison du fait que ce soit déjà le secteur le plus émetteur, évidemment. C'est un secteur qui a aussi des leviers techniques identifiés déjà et qui sont déjà reconnus comme efficaces pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ces leviers sont disponibles, reconnus et déjà très fortement documentés. Et c'est également un secteur, un des seuls qui peut stocker du carbone dans ses sols. Donc ça démultiplie son potentiel d'impact. En novembre 2024, le Shift Project a sorti son rapport pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère. Il établit des recommandations pour atteindre ces objectifs auprès de 3 cibles, des pouvoirs publics, des acteurs territoriaux et des agriculteurs. Parmi les 3 recommandations, seulement 3 recommandations qu'il fait au pouvoir public, la deuxième porte sur la sécurisation économique, parce que c'est vraiment effectivement le verrou financier qui aujourd'hui bloque les agriculteurs pour amorcer leur transition agroécologique. Ça constitue le principal frein à l'adoption des pratiques. Et ils ont besoin, ces agriculteurs, qu'on sécurise leurs revenus par rapport à des risques qu'ils prennent en investissant et en adoptant ces pratiques, risques qui sont pris souvent sur une échelle courte de 2-3 ans, le temps de faire cette transition.
Comment se passe un projet bas carbone concrètement en agriculture? Alors déjà, ce sont des méthodes qui sont co-construites par les instituts techniques, qui sont validées par le ministère et qui encadrent les leviers de transformation et la mesure des gains carbone qui en est faite. Ces mesures, elles sont publiques, elles sont consultables sur le site du label bas carbone. Je vous ai mis le lien dans cette slide. Concrètement, en année 1, il y a un bilan initial qui va être fait avec l'agriculteur, qui va passer en revue toute l'exploitation, toutes les pratiques de l'exploitation, qui va faire un bilan carbone de l'exploitation. Bilan à partir duquel l'agriculteur, avec son conseiller technique, va établir un plan de décarbonation en adoptant un certain nombre de leviers qui sont cohérents avec l'objectif et le projet de sa ferme et le projet de son exploitation. À partir du moment où le plan carbone est établi, documenté, avec toutes les preuves de volonté et de déploiement des moyens de mise en place, le dossier va être envoyé au ministère pour labellisation. Et une fois que le ministère aura revu les dossiers des agriculteurs, que les plans carbone auront été considérés comme crédibles et suffisamment certains d'advenir, les projets vont être labellisés. À partir de ce moment-là, on peut rentrer dans un cycle de commercialisation de ces crédits carbone qui permettra aux agriculteurs d'être financés, de recevoir un financement pour cette transition au fur et à mesure de son projet, et donc de pouvoir investir pour cette transition. Ensuite, pendant tout le long du projet, l'agriculteur va évidemment mettre en place les leviers avec des visites de suivi de la part du conseiller technique qui ont lieu tous les ans en grande culture et qui ont lieu à mi-projet pour l'élevage. Et puis en fin de projet, en année 5, un bilan final va être réalisé, donc là à nouveau un bilan carbone qui va prendre en compte tout ce qui a été mis en place au fur et à mesure des 5 années. Dossier qui va être envoyé à nouveau à l'ADREAL pour validation du calcul des gains carbone qui auront été réalisés par cet agriculteur, tant en réduction qu'en séquestration. Un audit va être réalisé sur un échantillon de ferme par un organisme tiers certificateur, ici Bureau Veritas, et les réductions seront certifiées et seront inscrites au registre du label bas carbone. Quelques exemples représentatifs de leviers qui réduisent les émissions et qui séquestrent des émissions. Pour vous donner des exemples concrets et ne pas rentrer dans l'intégralité des méthodes, mais plutôt pour vous donner des exemples concrets. En grande culture, on peut introduire des légumineuses. Les légumineuses, c'est du trèfle, c'est de la luzerne, c'est des plantes qui présentent la particularité de mobiliser l'azote présent dans l'air et de le restituer au sol et donc de fertiliser naturellement le sol. En effet, du coup, les bénéfices, c'est qu'on réduit l'usage d'engrais azotés et des émissions associées, puisque ces légumineuses auront permis d'apporter cet azote naturellement dans le sol pour les futures cultures. En polyculture élevage, les légumineuses pourront être utilisées pour faire du fourrage pour les bêtes. En grande culture, ces légumineuses, elles vont potentiellement être broyées et restituées au sol par enfouissement et qui va aussi apporter du carbone au sol. Les difficultés pour l'agriculteur, c'est que les semences ont un certain coût et le rendement est très très variable. Donc ça pose des difficultés économiques à l'agriculteur qui doit, pendant les 5 ans du projet, trouver la bonne mise en place, la bonne maîtrise de ce levier qui est assez nouveau pour certains d'entre eux. Hop, levier suivant, donc, qui est complètement corrélé. Dans une exploitation de polyculture élevage, on va chercher à augmenter l'autonomie protéique de la ferme en introduisant donc ces fourrages de légumineuses potentiels produits à la ferme dans l'alimentation des bêtes, ce qui va permettre de réduire l'importation du soja, des tourteaux de soja qui aujourd'hui peuvent constituer une part importante de l'alimentation du bétail et qui est souvent importé du Brésil et qui cause de la déforestation dans ces pays.
Et là, les difficultés qu'on va avoir en introduisant des fourrages produits à la ferme plus locaux plutôt que du tourteau de soja, c'est que ces fourrages vont être potentiellement moins concentrés et donc réduire la production laitière des vaches. Donc là encore, il y a besoin de formation, de compétences, de connaissances pour ajuster, équilibrer, trouver les bonnes doses. Et c'est aussi ça, un projet label bas carbone, c'est pendant 5 ans un agriculteur qui va s'adapter progressivement et trouver la bonne mise en place des leviers. En grande culture, par exemple, un des leviers de grande culture, c'est de limiter la fertilisation minérale. Donc on va pour ça ajuster les apports d'azote en prenant en compte l'hétérogénéité des différents champs de l'exploitation et du coup en utilisant des outils pour comprendre et doser vraiment la fertilisation en fonction du besoin des différents champs et potentiellement même à l'intérieur d'un même champ en fonction de la nature des sols. Vraiment toujours mettre la dose ajustée et ne pas avoir une dose générique qu'on applique à toute l'exploitation. On peut aussi utiliser des formes d'azote qui sont moins émettrices de carbone plutôt que d'utiliser aujourd'hui essentiellement l'ammonitrate. Il y a d'autres formes d'azote qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre. Les bénéfices, c'est qu'on a une baisse des émissions évidemment de GES, on va améliorer le revenu de l'agriculteur parce qu'il aura moins d'investissement, enfin moins de besoins d'engrais. Les difficultés, là encore, il y a besoin d'investir dans du matériel coûteux, il y a besoin de se former. Et puis, les formes azotées qui sont moins émettrices de gaz à effet de serre coûtent plus cher. Le label bas carbone, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il ne compte pas que le carbone. Il va vraiment aussi permettre de mesurer tout un tas d'autres bénéfices environnementaux. Et on va vraiment pouvoir, sur chacun des projets, mesurer très précisément la contribution des projets à la biodiversité, à la qualité, la quantité d'eau, à la qualité de l'air, à la réduction de la consommation d'énergie fossile et à la production d'énergie renouvelable, à la couverture végétale, à la limitation de l'érosion des sols, la lutte contre la déforestation et la capacité alimentaire, donc la capacité d'une exploitation à nourrir avec les productions réalisées. Donc on a vraiment tout un tas d'autres bénéfices qui sont mesurés et dont les contributeurs peuvent s'emparer dans la valorisation de leur projet et dans leur plan d'action, par exemple, biodiversité. Chez France Carbone Agri, je conclurai par cette slide. On accompagne 3000 projets partout en France. On a un suivi permanent pour les contributeurs des étapes des projets et des impacts des projets sur la plateforme Carbiose auquel on donne accès aux contributeurs. Et ces projets, c'est avant tout l'histoire d'hommes et de femmes qui peuvent raconter leurs objectifs, le projet d'évolution de leur ferme, les changements qu'ils doivent mettre en place, les difficultés qu'ils rencontrent, ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'ils ont moins réussi à faire et qui leur demande encore de s'adapter. Et c'est des projets qu'on peut concrètement toucher du doigt et rencontrer, puisque c'est des projets qui sont en France, proches des sites potentiellement des contributeurs. Et voilà, c'est vraiment des histoires avant tout à vivre et à rencontrer. Et donc, pour conclure, si l'entreprise choisit un projet de contribution carbone en fonction de sa propre chaîne de valeur et de sa propre activité, qui soit le plus proche possible de celle-ci, de sa chaîne de valeur, on va vraiment pouvoir augmenter la résilience de sa chaîne de valeur. Laurent passera un exemple tout à l'heure sur le cas, par exemple, d'Ecomiam, qui rend sa supply chain plus résiliente par l'investissement, par le soutien en fait de 15 agriculteurs sur sa supply chain. Laurent, the floor is yours. Bonjour à toutes et à tous.
Pour me présenter en 2 mots, je fais du conseil marketing, pour, mieux valoriser les filières du changement marque, beaucoup de production de contenu vidéo, photo, site internet, des agriculteurs jusqu'aux marques qui veulent communiquer sur le sujet et j'ai créé un atelier des agricultures durables qui est comme une fresque mais sur l'agriculture. Donc je vais vous parler de, comment on peut mieux valoriser un projet, comment on peut créer de la valeur autour d'un projet en interne, aussi sur son territoire, quand une entreprise elle est présente sur son territoire et pourquoi aussi aujourd'hui ces valorisations partent de l'interne, par les vont jusqu'aux parties prenantes et même jusqu'aux consommateurs. Je vais vous montrer des exemples de ces différents, sujets. Donc on va commencer avec un projet sur le slide d'après. Qui est, voilà, bon, vous avez vu le slide d'avant très vite, mais c'était le défi, c'est bien embarquer ces parties prenantes, parce qu'il y a des attentes fortes en fait, hein, des collaborateurs, des fournisseurs, de la société civile. Donc il y a un besoin d'engagement et il y a un besoin pour les parties prenantes de bien comprendre les engagements et quelque chose qui marche évidemment très bien, c'est un peu le must, c'est pouvoir, quand une entreprise s'engage, aller sur le terrain, montrer ce qui s'y passe, montrer pourquoi il y a un projet qui a été fait sur le terrain et les engagements qu'il y a, et notamment avec les salariés et les collaborateurs. Moi, j'ai dans le passé travaillé chez Alter Eco, donc on faisait de la contribution dans les pays du Sud, mais aussi en France. On amenait les salariés voir les agriculteurs, on a fait des plantations d'ail, on a planté des arbres. Bah, ça motive des gens pendant 2-3 ans et les gens, 15 ans après, ils s'en souviennent encore. Donc il y a vraiment un effet team building d'aller sur le terrain. Il y a d'autres sociétés qui font voter aussi. Ils disent aux salariés, voilà, on a choisi des projets, vous pouvez aller les voir et en plus, vous pouvez voter. Enfin, tout ce qui permet à une personne de se sentir contributrice, qui lui donne du sens, c'est vraiment, je trouve, un effet très positif de l'engagement des entreprises d'aujourd'hui sur ce sujet-là. Et au-delà de ce côté team building, ce qui est super important aussi, c'est de dire, mais pourquoi on s'engage? Parce qu'il y a quand même une raison aujourd'hui, une nécessité de s'engager. C'est quoi l'impact concret? Tout à l'heure, Fanny parlait des différents types de pratiques agricoles sur le terrain. Pour les gens qui ne sont pas dans les filières agricoles ou qui ne sont pas dans le milieu agricole, elles ne sont pas toujours simples à comprendre. Donc, il faut voir concrètement qu'est-ce que ça apporte en termes de carbone, mais aussi de biodiversité, d'eau, et pourquoi la résilience aujourd'hui, elle est vraiment importante sur le sujet. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo assez courte d'un projet que j'ai suivi qui s'appelle Pachamama de Blédina pendant plusieurs années, avec quelques extraits en bout à bout pour illustrer ce que je viens de vous dire. On n'a pas le son, Fanny. Ouais, on voit l'image, mais on n'entend pas le son. Pardon, je pense que c'est parce que je n'avais pas mon son et donc ça doit être pour cela. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Non, je pense qu'on a départagé et repartagé, ça doit être pour ça. OK. Blédina travaille en France avec 260 agriculteurs de fruits, de légumes et de céréales sur l'ensemble du territoire national. Et on s'est engagé à ce que d'ici 2025, 100% des matières premières françaises que l'on utilise dans nos produits soient issues de ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui restaure la fertilité des sols, qui produit de la biodiversité et qui protège les ressources en eau. C'est également une agriculture qui va respecter le bien-être animal et permettre la résilience économique des fermes et le bien-être des agriculteurs. Donc là, on est sur une des 2 parcelles test de l'exploitation sur lesquelles on est en train de faire des expérimentations de réduction de travail du sol. Il y a d'abord eu le semis d'un couvert végétal à l'automne, ça a été la première étape. Et pour nous, c'est l'étape la plus importante parce que c'est une pratique qui va se généraliser sur l'exploitation. L'idée, c'est d'avoir une couverture totale des sols à l'automne et à l'hiver pour éviter déjà l'érosion et pour pouvoir apporter du carbone au sol et reconstituer des stocks de matière organique et revitaliser un petit peu les sols. Les résultats de ce projet sont 300 agriculteurs et techniciens accompagnés. Sur les fermes pilotes, nous retrouvons 80% de couverture végétale des sols, 30 zones de biodiversité supplémentaires représentant 75 hectares, 4 tonnes de carbone par hectare restituées au sol chaque année.
La question des sols est pour moi essentielle. C'est de rendre un sol, pourquoi pas meilleur que je l'ai obtenu. Je pense qu'on rentre dans une phase climatique qui va être compliquée et de rentrer dans ces techniques-là rend les sols et les exploitations plus résilientes au climat et aux problèmes climatiques qu'on va avoir. Super. Et ce que vient de dire l'agriculteur à l'instant sur... Ah, hop. Pardon, je m'arrête là. Pas de souci. Dans ce que vient de dire l'agriculteur à l'instant sur la résilience, je pense que le côté climatique, aujourd'hui, on peut bien le sentir et que les sols, c'est vraiment une solution justement par rapport aux enjeux des réchauffements climatiques. Et ce qu'on a vu dans la vidéo aussi, c'est un peu la vision systémique, c'est pour le carbone, pour la biodiversité et pour l'eau. Donc, le message clé, c'était de bien montrer le côté team building, mais aussi de montrer concrètement pourquoi c'est important de s'engager. Donc là, vous avez vu Blédina, donc qui est un grand groupe dans la filière agroalimentaire et dans la chaîne de valeur. Mais en fait, les projets sont aussi ouverts, et notamment justement avec France Carbone Agri, à des plus petites entreprises, à des entreprises qui sont en dehors de la chaîne de valeur. Et on peut s'engager, historiquement, ça a été beaucoup dans les pays du Sud, donc un peu là-bas, mais on peut aussi s'engager ici, et c'est des démarches complémentaires. Et quand on s'engage ici, le must, c'est aussi des entreprises qui s'engagent sur leur territoire, en montrant qu'autour de chez eux, il y a des agriculteurs, c'est bénéfique pour le territoire, pour les parties prenantes, et aussi pour les salariés, ça ancre vraiment ces projets, ça en fait aussi un vecteur de cohésion et de motivation. Donc je vais vous montrer une petite vidéo de Socaps, qui n'est pas du tout justement dans la chaîne de valeur, c'est le leader industriel de la maintenance alimentaire dans le monde et qui a fait des projets de contribution carbone, un vrai projet évidemment de réduction de ses émissions de carbone, mais aussi de sens de cohésion dans l'entreprise sur son territoire. Bonjour, je m'appelle Thomas Meyer, je suis le directeur général de Socaps, qui est un opérateur d'assistance technique industrielle qui aide des clients des industries agroalimentaires, pharmaceutiques, intralogistiques et cleantech à mieux concevoir, assembler, installer, maintenir, optimiser leurs outils de production à travers le monde. Et notre réseau de 1200 techniciens ingénieurs sociétaires est parti dans 67 pays. Alors, le sujet de la séquestration carbone chez nous s'inscrit d'abord dans une stratégie plus large, qui est notre stratégie climat, qui vise d'abord à réduire nos propres émissions. L'essentiel de nos émissions, c'est du transport, et en particulier du transport aérien pour amener les équipes sur les projets. En gros, on a changé depuis 2021, l'année où on est devenu société à mission, assez radicalement notre organisation et le système de planification pour affecter d'abord les équipes de proximité et s'arranger pour leur transférer les savoir-faire. Ensuite, on aide nos clients à réduire leurs propres émissions et on travaille sur l'évitement carbone de nos clients, donc puisqu'on est le scope 3 upstream de nos clients, notamment en leur proposant de mesurer l'empreinte carbone des projets qu'on réalise pour eux, en leur proposant une alternative préférable en termes d'émissions de gaz à effet de serre, notamment avec des sélections d'équipes qui soient différentes. Et puis enfin, on leur propose financièrement de contribuer à la démarche de financement de la séquestration sur le résidu non évité de nos projets. Et là-dessus, on va travailler à 3 niveaux qui sont assez complémentaires au niveau territoriaux. D'abord, on travaille à l'international avec Reforest Action sur des projets carbone certifiés VCS, labellisés CCB, qu'on peut mener au Brésil, en Indonésie ou en France plus récemment. Ensuite, au niveau national, on essaie de travailler avec TerraVita, donc notamment là sur un projet important pour nous qui est le financement d'une partie de la conversion à l'agriculture biorégénératrice. C'est un agriculteur qui s'appelle Emmanuel Marchand à la ferme du Mont d'Or qui est à Tours en Charente-Maritime. Et enfin au niveau local, en Normandie dont on est issu, on travaille avec Symbiose là très récemment depuis 2025 pour financer un projet d'agriculture biologique porté par un exploitant en reconversion. Il est installé dans l'Orne sur 12 hectares, il cultive du sarrasin qui est transformé à la ferme. Donc c'est une façon là d'être très locale et d'avoir une approche qui soit à la fois environnementale, bien sûr, mais aussi une dimension plus humaine, plus territoriale dans les choix qu'on fait de projets. Pourquoi on fait ces choix-là et pourquoi on a cette complémentarité-là? Aussi parce qu'on a un enjeu qui est un enjeu d'embarquement de notre écosystème client et puis de sensibilisation interne à travers à la fois des webinaires. Là, on a un webinaire qui est prévu, par exemple, avec le gérant de la ferme qui fabrique du sarrasin dont je vous parlais. On étudie aussi la possibilité d'organiser des visites sur site avec des volontaires pour qu'il y ait une forme de sensitivité presque physique. Donc, ça veut dire quoi? Contribuer à de la séquestration carbone, ça veut dire des aides, la biodiversité, ça veut dire un agriculteur qui vit mieux. Et voilà, donc je pense que ce que dit Thomas, ça illustre bien ce qu'on a vu avant et ce que je trouve vraiment remarquable, c'est qu'il s'est engagé dans les pays du Sud ici. Il embarque ses parties prenantes aussi.
Tout à l'heure, je vous disais, j'ai travaillé chez Alter Eco. Chez Alter Eco, comme on était engagé, on a même notre chocolatier après qui s'est mis à faire son bilan carbone, à s'engager, à aller dans des projets de contribution. Donc, c'est des projets qui ont un effet de rayonnement aussi dans les parties prenantes. Dans le cas de Thomas, il est allé justement aller chercher des projets à côté de son entreprise, parce que c'est une entreprise qui est basée à Rouen. Donc, il soutient aussi un agriculteur qui est basé dans l'Orne. Donc, on voit bien l'effet un peu boule de neige aussi, des synergies, et la nécessité, quand on peut, d'aller jusqu'au territoire. Et dans le cas ici, en plus, d'une entreprise qui est hors justement de la filière agro et qui crée de la cohésion, la motivation et du sens dans son entreprise. On va aller sur le slide suivant. Et donc, ce qui est assez, je trouve, remarquable, c'est que sur les sujets aujourd'hui de carbone, de sol et de biodiversité, on peut aller jusqu'à embarquer les consommateurs. C'est assez nouveau. C'est vrai qu'historiquement, on avait beaucoup la biodiversité avec Luc, qui a fait tout un travail pour faire comprendre la biodiversité. Et aujourd'hui, on a eu des premières communications, déjà il y a quelques années avec la farine engagée de Francine, dit qu'on peut s'engager pour préserver les sols et la biodiversité et soutenir des agriculteurs qui s'engagent dans des pratiques agricoles toujours plus respectueuses de la planète. Donc on voit bien qu'il y a une attente, je disais tout à l'heure, de la société civile, mais des consommateurs, d'être reliés à l'agriculture, parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, et que les sols et la biodiversité, c'est un des enjeux clés pour la question du carbone, et aussi, comme on l'a dit, avec une vision systémique sur la biodiversité. Donc on a eu Francine, est beaucoup plus proche de nous. On a eu, il y a à peu près 2 ans, Lidl qui a lancé la patate qui prend soin des sols. Et pourquoi j'ai choisi cet exemple? C'est qu'on monte un petit peu en niveau d'acculturation des consommateurs, parce qu'il y a toute une explication sur le fait que il faut alterner des cultures sur des parcelles pour mieux régénérer les sols. Fanny parlait de couverture maximale du sol, donc pourquoi il faut laisser des sols couverts et pourquoi aujourd'hui il faut limiter les travaux du sol. Donc finalement, c'est un poil technique parce que le consommateur, il n'est pas du tout aussi acculturé à ces sujets, mais on voit bien la volonté des marques d'y aller. Je ne l'ai pas mis, mais on a eu Nestlé avec Chocapix qui a vraiment communiqué sur les sols et pourquoi les vers de ne pas travailler le sol, ça protège les vers de terre. Donc on voit bien que le sujet, il monte, il devient de plus en plus mis en avant. Et sur le dernier exemple qui est tout récent, on a Axian qui lance justement là carrément une farine bas carbone. Donc on avait les mots du sol, on avait les mots de la biodiversité, et puis maintenant on a vraiment le mot bas carbone qui ressort et qui montre pourquoi dans l'agriculture régénératrice, on peut s'engager dans une démarche bas carbone et que les consommateurs, ils ont mieux compris, ils sont soucieux de limiter l'impact de leur consommation sur l'environnement et que proposer des produits à faible impact environnemental, ça permet d'avoir une consommation engagée et puis de répondre à ces attentes des consommateurs qui voient bien les enjeux climatiques qui sont très concrets, parce qu'on les vit tous au quotidien, et que l'agriculture, justement, c'est un vecteur de réponse clé via les sols, comme disait Fanny à ce sujet-là. Et on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on s'engage pour les entreprises soit dans sa filière, mais que les entreprises hors filière s'engagent aujourd'hui, de comment on embarque les parties prenantes. Là, on a Ecomiam qui a vraiment travaillé sur ses projets carbone en interne et qui a permis l'équivalent de 60% de réduction de l'empreinte carbone résiduelle de ses magasins et qui va justement aller proposer jusqu'aux consommateurs de s'engager avec eux. Donc il y a des promotions en magasin sur des invendus et les consommateurs ont une promotion et ils peuvent allouer une partie de cette promotion, 50%, pour aller choisir des projets agricoles sur le terrain. Donc c'est un bel exemple, je trouve aussi, d'entreprises qui s'engagent aussi en dehors de la filière de chaîne de valeur et comment un consommateur peut y participer et comment on peut l'embarquer avec ce sujet pour préserver le climat. Donc, vous voyez bien, en fait, le message clé que la communication pour le climat, elle évolue. On a parlé des sols, de la biodiversité. Maintenant, on a la notion de carbone qui apparaît et de bas carbone. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, il y a beaucoup de communication sur sauver les sols, sauver le climat et justement via des projets bas carbone. Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive, qui est nécessaire. Et on va passer sur le slide d'après. Et bon, c'est vrai qu'on a eu historiquement des entreprises qui ont communiqué beaucoup. On a beaucoup parlé de greenwashing. Maintenant, on a presque l'effet, je dirais, un peu inverse, c'est que les entreprises comprennent qu'il faut s'engager
mais elles n'osent pas vraiment communiquer sur le sujet. C'est pour ça qu'on parle de greenwashing. Et c'est vrai qu'il y a des soubresauts réglementaires sur ces sujets, mais ce qui est sûr, et ce que moi j'ai aussi connu d'ailleurs dans l'histoire du commerce équitable chez Alter Eco, c'est qu'à partir du moment où on communique, que ce qu'on raconte, c'est prouvé par des données scientifiques fiables, avec des indicateurs précis, que c'est certifié, qu'on travaille avec des organismes qui sont solides, que c'est certifié par des organismes tiers, que ce n'est pas des écolabels qui sont inventés en interne, et qu'on a une information qui est transparente, qui est claire, qui n'est pas ambiguë, eh ben, on a des clés de succès qui permettent d'avoir des filières plus résilientes, d'embarquer des parties prenantes, de travailler sur des référentiels communs, d'abaisser les coûts aussi, pour embarquer vraiment une synergie. Et une époque où on a l'impression, enfin, on sent qu'il y a un recul sur ces sujets, c'est justement le moment de s'engager et d'y aller, de communiquer, parce que les enjeux de résilience climatique sont très forts et ils n'attendent pas. Donc il y a besoin de s'engager, et il y a une attente de toute façon des différentes parties prenantes dont on parlait tout à l'heure. Et ce qu'on voit sur la dernière slide, qui serait ma conclusion, hop là, et qui est juste avant, qui est de dire justement, s'engager, ça a un impact concret. Ça permet de mobiliser en interne, ça a du sens, ça mobilise. Voilà. Ça sera le mot de la fin avant ensemble de répondre à vos différentes questions. Je repasse la parole à Fanny. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. On peut rester sur cette petite slide qui récapitule l'ensemble des bénéfices et des messages clés qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui sur la contribution et l'intérêt de la contribution pour la résilience de l'entreprise, donc à plusieurs niveaux. Et on peut passer aux questions. On en a repéré quelques-unes dans le Q&A. Donc, je peux commencer, si vous voulez. Et puis, Laurent et Aurélie, si vous avez vu des questions qui vous concernent plus, je vous laisse enchaîner. Moi, j'ai vu des questions sur le fait qu'un agriculteur, pourquoi est-ce que soutenir un agriculteur sur un projet de 5 ans dans le cadre du label bas carbone pouvait l'aider, et surtout comment est-ce qu'au bout des 5 années, il n'avait plus besoin finalement de cette contribution financière. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que changer une exploitation, qu'elle soit polyculture, élevage ou grande culture, ou même d'ailleurs d'autres types, ça nécessite en fait des changements de pratiques qui nécessitent qui demandent à l'agriculteur de prendre des risques. Des risques sur quoi? Des risques sur sa productivité, en fait, sur ses récoltes, sur les premières, deuxième, troisième années, parce qu'en fait, il va changer des pratiques qu'il a l'habitude d'avoir, sur lesquelles il a une maîtrise, et puis il a une prédictibilité, évidemment, sous réserve de climat, évidemment, mais il a quand même une certaine prédictibilité de ses récoltes, dont il perd un peu la maîtrise quand il va changer ses pratiques. Surtout que ces pratiques sont nouvelles pour lui à mettre en œuvre. Il a besoin de monter en compétences, évidemment, pour le faire. Il va être accompagné techniquement pour ça, pour monter en compétences. Et en fait, ces projets label bas carbone, c'est ça que ça permet, ce financement. Il permet de minimiser le risque, en tout cas d'assurer un revenu financier autre qui peut compenser en partie sa perte de productivité temporaire liée à ces changements de pratique. Évidemment, il y a aussi on l'a vu, il a aussi besoin d'investir potentiellement pour changer ces pratiques, et c'est ça aussi qui va permettre cette contribution financière, de permettre tout simplement d'accéder à un investissement pour changer ces pratiques qui resteront du coup durables sur le long terme. J'ai vu aussi une autre question, et c'est la deuxième question que je vois me concernant, Aurélie et Laurent, si vous en voyez d'autres qui vous concernent. Sur la contribution carbone, à quel moment elle peut être revendiquée par l'entreprise? Est-ce que c'est au moment du financement de l'entreprise en début de projet, ou est-ce que c'est à la fin, au moment de la vérification des tonnages carbone réalisés? En fait, l'entreprise peut revendiquer cette contribution au moment où elle fait ce financement, puisque c'est au moment de la labellisation et sur, évidemment, présentation de tout le dossier administratif, que l'État
considèrent que le projet est crédible et que les tonnages carbone qui doivent être générés vont l'être. Donc l'entreprise peut revendiquer cette contribution à ce moment-là, d'autant plus que c'est à ce moment-là qu'on inscrit cette contribution au registre label bas carbone, et elle peut du coup s'en prévaloir à ce moment-là. Évidemment, il y aura certainement un écart entre les tonnages carbone pressentis, enfin précalculés, on va dire, et les tonnages carbone réalisés en fin de projet. Mais ça, c'est à charge du mandataire, ici de France Carbone Agri, de réaligner les tonnages carbone financés par l'entreprise. Si l'agriculteur avait prévu de faire 700 tonnes de gain carbone et qu'il n'en fait que 500, et ben France Carbone Agri va réallouer en fin de projet 200 tonnes supplémentaires sur un autre projet, puisqu'on a donc 3000 agriculteurs engagés, va réallouer 200 tonnes supplémentaires d'un autre projet à ce contributeur pour qu'au final, il bénéficie bien des 500 tonnes qu'il avait prévu pour lesquelles il avait prévu de contribuer. Est-ce que vous voyez d'autres questions? Sinon, Aurélie, j'ai aussi d'autres questions qui me sont destinées. Si Oui, j'enchaîne. il y en a encore deux autres qui sont qui sont très en lien avec le label bas carbone, si tu veux les prendre. Donc, que deviennent les crédits, enfin, donc les réductions d'émissions, du coup, arrivées au terme des 5 ans non vendus? Elles sont retirées du registre. Ah, pardon, non vendus, les Non vendus. vendus. Ouais. Et ben ça, alors on a un cycle de 7 ans de vente. On peut vendre les crédits carbone issus de ces projets jusqu'à 2 ans post-vérification, post-certification. À vrai dire, il n'y a pas de date de péremption en fait de ces crédits carbone, puisqu'ils ont été gagnés, économisés, séquestrés. Donc, rien ne dit qu'il y a une péremption, mais c'est vrai que les contributeurs préfèrent avoir des crédits carbone qui aient été générés sur les années de sa contribution. Donc, on a un cycle de vente au début du projet, pendant le projet et un peu post-projet qui peut se faire. Je vais peut-être prendre deux questions et après, il y en a encore une autre pour toi. Après, un peu le temps parler de contribution pour une entreprise qui finance des projets d'agroforesterie au sein de sa chaîne de valeur. Donc, si c'est vraiment directement, c'est un de vos fournisseurs, c'est vraiment votre chaîne de valeur, donc ce ne sera pas de la contribution, ça sera des actions de réduction sur votre chaîne de valeur. Par contre, si vous voulez dire que vous financez des actions de contribution chez un acteur qui est très proche de votre chaîne de valeur, parce que ça fait partie un peu de votre écosystème, de votre système global, et que c'est via le mécanisme de la contribution carbone, ou via le label bas carbone, Gold Standard, Verra, ce genre de mécanisme, oui, on peut parler de contribution. Mais si c'est un de vos fournisseurs, par exemple, là, c'est des réductions, c'est directement des réductions sur votre scope 3, sur votre scope 3 et donc sur votre bilan carbone. Et je vais prendre une deuxième question avant de t'en poser une autre, Fanny. Est-ce qu'une déduction fiscale existe pour l'entreprise qui décide de contribuer à un projet? Donc, non. Il n'y a pas de déduction fiscale associée au mécanisme de la contribution carbone. Ce n'est pas du mécénat. Voilà. Ça permet d'augmenter sa résilience et ça permet d'avoir des gains qui sont multiples, mais pas aussi quantifiables peut-être qu'une réduction fiscale directe. Pour toi, Fanny, peut-être, j'ai cru comprendre que les nouveaux crédits carbone se devaient d'avoir un acheteur en amont du lancement des efforts sur 5 ans. Est-ce bien le cas? Non, il n'y a pas besoin d'avoir un acheteur en amont du lancement. Les changements qui vont avoir lieu aujourd'hui là sur le label bas carbone, on attend le décret qui doit paraître dans les prochaines semaines. C'est essentiellement sur la question de la cessibilité du crédit carbone qui deviendra cessible et qui permettra et qui du coup changera de statut juridique et qui aura un statut juridique bien plus facile pour les entreprises à intégrer dans leur comptabilité et notamment à pouvoir transférer des crédits carbone d'une filiale à une autre. Ce sera avec ce nouveau statut juridique, ça facilitera cet aspect des choses. Je vois une question sur savoir si finalement cette contribution carbone n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises avec des gros budgets.
Moi, l'exemple d'Ecomiam, pour moi, est assez parlant. C'est une entreprise qui fait 40 millions de chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui n'est pas soumise à la CSRD, qui n'est pas inclus, qui ne s'est pas engagée sur une trajectoire net zéro SBTI. Mais c'est une entreprise qui, néanmoins, soutient une quinzaine de projets. C'est une façon pour elle de soutenir la transformation de sa chaîne de valeur, parce que c'est une entreprise de surgelés qui vend essentiellement des produits peu transformés dans ses magasins, essentiellement en Bretagne. Et c'est une entreprise qui est petite et qui n'a pas forcément les moyens engager ses éleveurs sur ses éleveurs propres, vraiment au cœur de son approvisionnement sur des projets de transformation tels que Blédina a pu le faire, comme l'a montré Laurent. Et donc, c'est une entreprise qui se sert de cette contribution carbone en soutenant 15 projets pour donner l'exemple justement à ces éleveurs, évidemment, et leur montrer à voir ce qui est possible de faire, les leviers qui peuvent changer la donne, et de faire du coup de la sensibilisation de leur supply chain, de leurs éleveurs, et de les engager au fur et à mesure dans une logique de transformation. Donc, pas besoin forcément d'avoir une contribution à hauteur d'un certain scope 1 et 2. Cette entreprise, Ecomiam, elle soutient 15 projets à hauteur de son budget, du budget qu'elle pouvait allouer. Il reste une question, et puis il va être l'heure de terminer, sur le greenwashing que j'ai vu. Est-ce que sur les problématiques que les entreprises ont peur de faire d'être taxées de greenwashing en fait en faisant la contribution carbone? Moi, je répondrais à ça que, Aurélie l'a montré, les référentiels recommandent cette contribution carbone. Le SBTI, dans sa version 2, qui est en cours de consultation, augmente, rend plus, veut rendre plus, veut favoriser vraiment cette contribution carbone, et parce qu'on a besoin aujourd'hui vraiment d'avoir cette contribution carbone par rapport aux trajectoires climat qu'on est en train de prendre. On ne peut plus attendre. Et donc, effectivement, il faut sortir du greenwashing. Aujourd'hui, c'est plus ça, j'ai l'impression, la problématique que le greenwashing. Il faut pour rentrer dans cette dynamique de changement, et cette contribution carbone, elle a vraiment un effet, comme le montrait Laurent, de motivation, de halo, de dynamisation de la chaîne de valeur, potentiellement, qui doit être bénéfique pour l'entreprise et pour toute sa chaîne de valeur. Voilà, il est 14h03. J'espère que ce webinaire vous a plu. On va le rendre disponible évidemment sur LinkedIn et sur nos sites internet respectifs et sur YouTube. Et vous pourrez le partager ou le revoir autant que vous le souhaitez. Et on vous dit à bientôt pour certainement de nouveaux webinaires, plutôt à la rentrée. Merci Aurélie, merci Laurent, infiniment. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à tous. Bel été. Au revoir. Au revoir à toutes, tous.